qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe les dernières années de vie des cèpes. Donc pour ça, toujours sur ces 5 parcelles, c'était notre réseau d'études, on a fait un certain nombre de notations de retard au débourrement, de pousses printanières et estivales. Pourquoi? Parce que ça, dans la littérature, ce sont des marqueurs d'atteinte aux réserves. De chlorose, entre parenthèses, j'en parlerai pas, mais si vous avez des questions, je peux en parler. La récolte, on l'a fait sur une parcelle. On a noté les rougissements à l'automne et on a fait des pesées de bois de taille en hiver. Donc voilà la notation sur la pousse printanière qu'on a pratiquée. Si vous passez dans vos vignes dépérissantes au mois de mai, vous avez en général une majorité de cèpes qu'on va dire normaux, donc vert franc, bien poussés. Vous avez une autre population de cèpes qui sont moins poussés, qui sont verts plus pâles. Et puis vous avez le lot des cèpes franchement rabougris et jaunes. Donc ça revient à faire 3 classes, c'est assez facile à faire. Et voilà alors l'ensemble de ces résultats, j'ai essayé de les grouper sur un graphique. Donc j'ai essayé de vous l'expliquer de manière la plus simple possible. Vous retrouvez là sur l'axe horizontal, de la gauche vers la droite, vous avez le temps qui passe. Donc avec la première notation à l'automne 2008, la dernière à l'automne 2011. Donc on a bien 3 ans de photos là sur ce graphique-là. Entre 2008 et 2011, vous retrouvez la vigueur au printemps 2009, les poids des bois de taille en 2009, la vigueur au printemps 2010 et ainsi de suite. Et puis en ordonnée, c'est un axe, j'ai volontairement pas mis d'unité, puisque selon qu'on a des poids de bois de taille ou du dépérissement, c'est pas la même unité. Ce qu'il faut que vous voyez en gros, c'est que plus vous êtes vers en haut, plus vous avez une situation saine. Donc à la fois des cèpes dépérissants, à la fois des cèpes qui sont vigoureux et productifs. Okay, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Toutes les notations sont faites en relatif par rapport au trait vert foncé qui est là-haut. Donc ce trait vert foncé, c'est notre témoin sain non crevassé. Il n'y a que 6 cèpes malheureusement dans cette parcelle, mais c'est pas toujours simple d'avoir à la fois des cèpes dépérissants et encore des témoins sains non crevassés. Donc ça, ce type de graphique, c'est celui qu'on a obtenu, c'est le même sur l'ensemble des 4 autres parcelles. Et là, vous avez, en vert clair, vous avez les cèpes crevassés verts à l'automne 2011. En rouge, les crevassés rouges à l'automne 2011. En marron, les crevassés chétifs à l'automne 2011. Et en noir, les morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas redémarré. Et ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est qu'en fait, on a une espèce de glissement. Les courbes ne se croisent pas. À savoir que les cèpes qui étaient morts en 2011 étaient déjà ceux qui étaient plus faibles en 2010, également plus faibles en 2009, et ainsi de suite. Si vous prenez les chétifs, ils étaient eux-mêmes intermédiaires. C'est pas n'importe quel cèpe en 2008 qui est devenu chétif en 2011. Okay, c'était déjà une population qui était affaiblie en 2009. Donc tout ça pour dire que le cèpe subit un épuisement qui est progressif. On n'a pas un cèpe qui est comme là à gauche, normal, et puis tout d'un coup, boum, l'année suivante passe comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est progressif. Et c'est ce que j'ai schématisé là sur c'est ce que j'ai mis là sur ce schéma. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la plaquette. Pas exactement le même, mais c'est cette idée-là. Donc pendant un certain nombre d'années, le cèpe vit avec ses crevasses. Il est vert, vous vous en rendez même pas compte, on ne regarde pas les crevasses. Un beau jour, on ne sait pas pourquoi, donc ça on n'a pas travaillé, déterminisme d'aggravation des crevasses. Et là le témoin, c'est boum, le cèpe rougit. Le cèpe rougit, à partir de là, il remet moins bien en réserve. Donc l'année suivante, on a en général un retard à la pousse printanière, qui est rattrapé par la suite ou qui n'est pas rattrapé par la suite, ça dépend du stade de gravité. Toujours le rougissement, l'indicateur qu'il y a un problème. Et puis, jusqu'à un certain stade où là, il est carrément chétif. Et là, le cèpe est physiologiquement trop perturbé pour continuer à survivre. Il ne produit plus à ce stade, alors qu'au stade précédent, il produit. Peut-être un peu moins, mais enfin, presque on peut ne pas le voir. Et puis, là, il meurt. À partir du moment où il est au stade chétif, il meurt. Tout est dans la rapidité où ce processus se passe. Et c'est là que les facteurs aggravants interviennent. Si on fait une photo à un instant T, pour le coup, donc à l'échelle de la parcelle, vous avez dans vos parcelles un mélange de cèpes qui sont dans différents états d'avancement du dépérissement. Et c'est une petite parenthèse que je fais, si vous aviez besoin de repérer les cèpes qui déclinent, on peut avoir besoin de se dire, je vais pas couper tous les rouges parce qu'il y a encore des rouges qui sont productifs. Si vous voulez essayer de capter le moment où le cèpe décline mais est encore en bon état, par exemple pour faire un regreffage, soit vous passez en mai et vous marquez tous les cèpes qui sont en retard et plus pâles, soit vous passez en octobre et vous notez les rouges et visuellement moins vigoureux. Donc j'ai pas dit chétif, les chétifs c'est trop tard. Mais ceux qui ont visuellement un petit problème de vigueur. Donc j'en arrive aux facteurs aggravants pressentis, ce qui se découle de ce modèle-là. C'est tous les facteurs qui aggravent l'état des crevasses. Donc là j'ai mis 2 points d'interrogation, c'était pas le but de ce travail,
Mais moi, je pense que les travaux aussi de ce matin en histologie ont montré que on ne connaît pas bien le déterminisme des crevasses, la rapidité d'apparition, la quantité, etc. Mais ce sont probablement des facteurs aggravants. Les facteurs, et après, tout ce qui touche aux réserves. Donc, qui dit réserve dit facteurs qui utilisent préférentiellement les sucres, bref, les sucres ne vont pas aux racines, quoi. Donc, soit les fortes charges en raisin, soit les pousses végétatives très lentes, les arrêts de croissance très tardifs. Ça, ce sont des puits très forts pour les sucres. Et également, les facteurs qui réduisent la production de ces sucres. Donc là, j'ai mis sécheresse plus, donc sécheresse étant au sens, entre guillemets, hein, c'est assez vague comme terme, mais tout ce qui va freiner la photosynthèse dans nos climats méditerranéens. Donc sur ce schéma-là, on se retrouve avec un pied qui a des crevasses. Les crevasses, c'est comme un robinet qui est plus ou moins fermé, mais on ne sait pas bien qu'est-ce qui permet de le rouvrir. Hein. Ce qu'on veut, c'est augmenter le puits racine. Ce serait ça, la solution, enfin raisonner une solution pour les parcelles en place. Donc ça revient à soit diminuer le puits grappe, la compétition avec les grappes. Donc j'ai mis grappe, mais ça peut être apex en croissance, hein, évidemment. Soit augmenter la source, c'est-à-dire le feuillage. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est peut-on intervenir pour augmenter ces réserves? Donc en théorie, la réponse est oui, mais déjà sur un cep sain, on manque de connaissances. C'est-à-dire que je crois que si on devait faire ça sur un cep sain, déjà, tout le monde ne serait pas d'accord autour d'une table pour proposer une méthode. Et surtout, placer le curseur de cette méthode, quoi. Donc là, en plus, on est en présence de crevasses, donc ce fameux interrupteur. Donc, ce qu'on a voulu faire avant d'aller plus loin, donc là, grosso modo, on était fin 2009, on s'est dit à quoi ça sert qu'on essaye d'améliorer la remise en réserve si de toute façon les crevasses nous en empêchent. Donc on a voulu vérifier que le moyen le plus efficace pour remettre en réserve l'était effectivement quand on avait des crevasses. Et ce moyen le plus efficace pour remettre en réserve, quand on regarde dans la biblio, c'est les grappages total. Donc je vous arrête tout de suite, c'était évidemment pas des expérimentations qui visaient à trouver une solution, hein, en utilisant les grappages total, c'était juste un outil pour améliorer la remise en réserve. Donc on a mis en place des essais d'augmentation des réserves en égrappant en totalité des lots de cèpes sur des parcelles dépérissantes et en les comparant avec des lots de cèpes non égrappés. Et là, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'effectivement on arrive à remettre en réserve? Oui, tant mieux, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, se poser la vraie question, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est pas la peine d'aller plus loin, de toute façon les crevasses sont les plus fortes. Okay, donc on a fait ça sur 3 parcelles avec des cèpes dans différents états de dépérissement. On a fait ça surtout sur des cèpes B1, c'est quand même plus facile d'égrapper en totalité des cèpes B1 chez des vignerons. Mais sur une des parcelles, qui était sur le domaine de Pioline, justement, on a fait ça aussi sur des pieds B0, donc des pieds crevassés verts, qui fonctionnent bien. Sur les cèpes chétifs, je vous le dis tout de suite, je ne vous présente même pas les résultats, c'est inutile. On ne peut pas les sauver, ceux-là. Sur les cèpes non chétifs, voilà ce que ça a donné. Donc là, vous avez les résultats des dosages des réserves après égrappage. Donc à gauche, tout ça, c'est les cèpes qui ont été égrappés, et à droite, donc les points creux, c'est les cèpes qui n'étaient pas égrappés. Et ce dosage a été fait à la chute des feuilles de l'année où on a égrappé. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'égrappage a permis de régulariser le niveau des réserves, par opposition à ce lot-là. Donc, bon point, ok, ça a l'air de vouloir marcher. Maintenant, on peut se poser les questions réalistes, quoi. Et alors, voilà les questions réalistes. Qu'est-ce que ce serait? Quelles sont les pistes de travail sur lesquelles ce travail découle? Alors, l'égrappage, 2 points d'interrogation. Donc, certes, l'égrappage total a marché. Mais est-ce que l'égrappage partiel fonctionnerait aussi bien? Et dans tous les cas, aujourd'hui, pour la majorité des surfaces plantées en Syrah, il ne nous a pas semblé que c'était une solution envisageable de toute façon. J'ai quand même laissé le dernier point, qui est que, moyennant que ça reste intéressant économiquement dans les vignobles à haute valeur ajoutée, éventuellement là, la question peut rester posée. L'irrigation, comme le facteur sécheresse est probablement un facteur aggravant évident du modèle, qui découle du modèle, est-ce que l'irrigation peut être une solution? Donc j'ai remis le graphique que Nathalie vient de vous présenter. J'ai choisi le plus optimiste, elle vous l'a dit elle-même. Hein, ça, c'est l'exemple d'un essai où on observe des choses encourageantes, mais il y a pas mal d'essais sur lesquels c'est beaucoup moins net. Donc l'irrigation, c'est une piste aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas quel est le parcours hydrique. Qu'est-ce que serait une alimentation hydrique idéale pour les réserves? Ça, on ne le sait pas. Quand bien même on le saurait, on n'est pas sûr que l'irrigation permette de l'assurer. Je ne suis pas spécialiste de l'irrigation, mais il me semble qu'on ne fait pas quand même complètement ce qu'on veut avec une irrigation.
Et puis dans un troisième temps, on n'a aucune idée du gain, c'est-à-dire de combien d'années on prolonge la vie d'une parcelle qu'on irriguerait, et est-ce que ce gain il est intéressant économiquement par rapport au coût de cet apport d'eau. Donc vous voyez, on a une piste motivée par certaines choses, mais il faut rester réaliste. J'en arrive à la conclusion. Donc, le cep meurt d'un épuisement des réserves racinaires, ça paraît clair. En termes de solutions possibles, on a des pistes à explorer, plus ou moins intéressantes chacune. Il faut garder présent à l'esprit que l'efficacité d'une solution restera de toute façon conditionnée par l'évolution des crevasses. Il y a un enjeu réel à ces travaux parce qu'on a beaucoup de parcelles encore jeunes en clones sensibles et qu'on a des différences de mortalité pour un même clone qui interrogent et qui motivent. Dans tous les cas, le choix devra être technico-économique, c'est ce que je viens de vous dire. Et quand bien on trouverait une solution, il faudra la mettre en balance avec celle qui s'offre aujourd'hui à tout vigneron, l'arrachage, la complantation et le regreffage. Là, je fais la transition avec la présentation qui va arriver. Et je voulais finir sur finalement cette question-là qu'on pourra reprendre pour le débat. Il me semble qu'aujourd'hui, on est un peu à une charnière sur ce travail sur les facteurs aggravants. On a fait un stop parce qu'en plus le programme interrégional se termine et on se pose la question de poursuivre les travaux, à savoir donc ce que je vous disais, de vraies raisons d'être motivé pour les continuer, mais également de vraies raisons de ne pas l'être, puisqu'on se trouve toujours à l'état de piste et qu'on ne sait pas du tout si économiquement ça débouchera sur quelque chose d'intéressant. Donc dans ce contexte-là, ces pistes sont-elles intéressantes à creuser? Presque j'ai envie de vous poser la question à tout un chacun de est-ce que ça semble intéressant ou pas de continuer là-dessus. Je vous remercie.